Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je trouve particulièrement important, étant moi-même issu du monde agricole, hein, tout simplement. J'ai envie un peu de défendre mon bout de gras aussi là-dessus, puisque on assiste encore une fois, comme avec les nombreuses épidémies de grippe aviaire, etc., on assiste ici à un génocide, littéralement, des élevages dans le sud de la France, dans le sud-est, hein, la Savoie, etc. Et vous allez voir, c'est assez désastreux parce que pour une maladie qu'on ne sait, enfin on le sait, hein, je veux dire c'est comme la grippe aviaire, on le sait qu'elle ne fait rien contre les humains. En revanche, elle est, elle est transmissible uniquement aux bovins. C'est ça qui est ouf, c'est uniquement aux bovins, c'est-à-dire que c'est pas à tous les animaux, c'est uniquement aux bovins. Et en fait, de par cette information-là, il y a un abattage massif qui est fait de tous les élevages. Et malheureusement, on assiste ici encore une fois à la France qui entre en guerre contre sa propre agriculture, qui, par contre, là, va flinguer tous les élevages français, etc. Donc ça fera de la production en moins, de la rentabilité en moins pour les agriculteurs, même si on sait que c'est de l'argent sale, hein, la rentabilité, et que tout le monde en a rien à péter, bien évidemment. Et également, ça reste un travail, hein, ça fait vivre des gens, ça fait vivre des familles. Bref, c'est de l'argent en moins à la fois dans les poches de l'agriculteur, dans les poches de l'État et dans les poches des commerces aux alentours, là où les gens vont faire leurs courses, vont acheter des trucs, des bricoles, enfin bref, c'est de l'argent en moins, du pouvoir d'achat en moins, c'est désastreux. Et à côté de ça, on va faire importer des viandes qui viennent de l'Europe de l'Est ou de l'Amérique du Sud et qui possèdent beaucoup moins de contrôle, qui est beaucoup moins cher, qui est bourré de médicaments, d'hormones, de plein de conneries comme ça. Bref, on va en parler dans cette vidéo-là, ça va être assez intéressant et c'est le genre de sujet que j'aimerais traiter avec la visibilité que vous m'apportez. Je trouve que c'est des sujets, que ce sont des sujets en tout cas vraiment très importants et qui méritent un peu de lumière. Bon putain, l'article il est hyper long quoi. Ouais, non, mais je vais pas vous le mettre, c'est tout petit. Bon, je vais vous lire juste l'article, hein, désolé, je peux pas vous l'afficher en entier, sinon ce sera vraiment trop petit. Évidemment, comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, rapidement, je vous invite à vous abonner en activant la cloche. Vous êtes très nombreux et nombreuses à me rejoindre ces derniers jours, hein. C'est absolument gigantesque. En 4-5 jours, on a pris plus de 2500 abonnés, c'est lunaire. Littéralement, donc un grand merci à toutes et tous pour votre soutien. Merci également pour la visibilité que vous donnez à ce combat-là. Bref. Comme d'hab, vous pouvez me rejoindre sur le Discord, sur les réseaux, voilà, abonnez-vous, likez, mettez un petit j'aime, un petit commentaire, évidemment c'est très important pour le référencement, le petit boost, et on est parti. Donc ici on apprend qu'une maladie du coup est apparue en 2015 dans des élevages au sud des Balkans, hein, donc ça fait une petite trotte par rapport à la France. Cette maladie-là, c'est une dermatose nodulaire contagieuse, et encore une fois, on assiste toujours les mêmes schémas en fait, c'est toujours les mêmes schémas. Vous allez voir, en fait on a une maladie qui arrive, les gens s'inquiètent, se posent des questions, dès qu'elle arrive en France, on prend peur et on abat tous les élevages. L'article décrit l'épidémiologie du coup de la maladie en analysant l'épizootie, ou zootie, dans le sud des Balkans depuis la première introduction dans la partie européenne de la Turquie en mai 2015. Il mentionne les mesures de lutte mises en place par les pays touchés, les dispositions réglementaires et rappelle les signes cliniques et les méthodes de diagnostic existantes. On va passer sur un autre article très intéressant également, juste ici en bas, ce que j'ai surligné. Hop là. Donc je remercie également Jeanne de Troyes qui a fait un taf de secrétaire, hein, littéralement. Elle a fait un taf de secrétaire assez intéressant. Je remercie également Arch qui m'ont donné plein d'articles et tout. Et tous ces articles-là ont été transmis comme ça. Donc un grand merci à ceux qui ont bossé sur ce truc-là. Ici, on apprend donc que cette maladie-là, qui est apparue donc en 2015, c'est-à-dire qu'on connaît la maladie depuis 2015, on sait ce que c'est, on apprend que cette maladie strictement animale n'affecte que les bovins, les zébus et les buffles. Donc en France, les bovins, hein, de base, hein, les vaches, les taureaux, les veaux et basta. Les zébus et les buffles, bon, il n'y a pas beaucoup d'élevage de zébus et de buffles en Europe, en tout cas en France. Les autres espèces animales, comme les ovins et les caprins, ne sont pas concernés. Donc les moutons, etc., ne sont absolument pas concernés par tous ces trucs-là. Donc, enfin, par cette maladie-là. Donc, on est bien d'accord que cette maladie est limite endémique des vaches. Hein, elle est vraiment uniquement concentrée autour des vaches. Et des buffles et des zébus. Bon, en France, on n'en a pas. Enfin, très peu.
La DNC n'est pas transmissible, donc la dermatose nodatoire, putain, comment ça s'appelle, dermatose nodulaire contagieuse. Voilà, dermatose nodulaire contagieuse. Bon, putain, les noms scientifiques à chaque fois. La DNC, donc, n'est pas transmissible à l'homme, ni par contact avec des bovins infectés, ni par l'alimentation, ni par piqûre d'insectes. Il n'y a en outre aucun risque pour la santé humaine lié à la consommation de produits issus de ces animaux. Donc, en gros, il y a une maladie qui se propage dans les élevages qui n'est absolument pas nocive pour l'homme. Retenez cette information-là. En conséquence, et conformément au droit européen qui impose l'éradication de cette maladie par arrêté préfectoral de déclaration de l'infection, le foyer sera dépeuplé afin d'éviter que cette maladie ne s'installe et ne se dissémine. Donc le foyer sera dépeuplé, hein. Autrement dit, on va buter tout le monde. Voilà, on va buter toutes les vaches. En Italie, moins d'une semaine après l'émergence de la maladie en Sardaigne, un deuxième foyer de DNC a été confirmé dans un élevage bovin du nord de l'Italie. Donc vous avez vu, ça se rapproche progressivement du sud de la France. Donc le 25 juin, donc de cette année je crois. D'après une note, l'élevage concerné est situé à Porto Mantovano, donc en Lombardie, donc au nord, hein. À 120 km à l'est de Milan et au moins à 250 km de la frontière avec la France. Le bovin infecté provenait de l'élevage précédemment contaminé en Sardaigne, situé à plus de 500 km de là, hein. Donc ça a une aire de propagation assez énorme. Pour un petit truc comme ça. Le 21 juin, un premier foyer avait été confirmé dans un élevage de 131 bovins. Il s'agissait de la première apparition de cette maladie en Europe depuis octobre 2017. Donc depuis octobre 2017, la maladie, on ne l'avait pas revue. Et on l'a revue uniquement le 21 juin 2025 de cette année. Donc ça a duré quand même 8 ans. Date de son éradication après une épizootie d'ampleur dans les Balkans, environ 7800 foyers, hein. Donc il y avait quand même une grosse partie des champs, des fermes dans les Balkans qui ont été touchés, hein, par justement cette maladie-là, mais c'était réservé aux Balkans. Ici, on apprend également un peu plus sur ce que ça fait par rapport à la France, donc ce que ça va faire par rapport à l'humain, comment elle se transmet, etc. On a des informations très intéressantes ici. Depuis, je vous mets ça juste là, hop là. Depuis fin juin 2025, la dermatose nodulaire contagieuse est apparue en Savoie. Transmise par les insectes piqueurs, cette maladie virale affecte uniquement les bovins et peut entraîner des pertes importantes. À ce jour, 24 000 foyers ont été recensés dans les départements de Savoie et de Haute-Savoie. La DNC est une maladie virale causée par un un capripoxvirus. Enfin, poxvirus. Ah oui, un capripoxvirus. Ok, d'accord. Faut que je me prenne le temps de lire les lettres, hein, parce que leurs termes scientifiques à chaque fois, c'est une tannée. Donc, qui touche principalement les bovins, les zébus et les buffles, donc surtout les bovins en France. Elle ne concerne ni les ovins, ni les caprins, et surtout n'est pas transmissible à l'humain. C'est-à-dire que l'humain ne risque rien, ni par contact, ni par consommation de cette viande. Endémique en Afrique subsaharienne et en Asie, également présente en Afrique du Nord depuis 2023, observée en Europe orientale, donc dans les Balkans, la Grèce, la Bulgarie, dans les années 2010, où elle a été éradiquée. Attention, par vaccination. Elle a été éradiquée par vaccination. Elle n'a pas été éradiquée en génocidant tous les élevages. Ils en ont forcément buté, hein, ça c'est sûr et certain, mais elle a été éradiquée grâce à la vaccination. Et nous, en France, on panique et on abat tout le monde. Il y a vraiment un problème. Parce que faut pas mettre des vaccins dans le bétail, dans le machin, alors que ça dérange pas pour en mettre d'autres. Bref. De nouveaux foyers ont été détectés récemment en Sardaigne, puis en Lombardie, du coup en fin juin 2025, puis en France, donc en Savoie, à partir du 29 juin 2025. Donc progressivement, ça s'est déplacé comme ça. Quels sont les symptômes à repérer? On s'en fiche des symptômes, pas très intéressants. Ça intéressera uniquement les agriculteurs, mais bon, je pense que vous les connaissez déjà, hein. Abattage total des troupeaux infectés. Voilà, donc ça, c'est les mesures de gestion qui sont mises en place en France. En France. Cocorico. Les actions immédiates. Abattage total des troupeaux infectés. T'as une ou deux vaches, on va abattre les 15 autres qui ont tourné autour de cette vache. Mise en place d'une zone réglementée, donc 2 cercles concentriques selon le droit européen, environ 20 km de protection
plus 50 km de zone de surveillance. Donc c'est-à-dire que quand vous avez un foyer, donc un élevage qui est à un endroit et qui est déclaré comme étant un foyer justement de la DNC, déjà ils vont abattre toutes les vaches en rapport avec la vache infectée en question. Hein, donc des fois ça atteint vite le troupeau entier en fait. Hein. Si tu en as 3, 4, 5 qui sont infectés, t'abats le troupeau entier parce que à un moment elles ont forcément été contagieuses et elles se l'ont peut-être transmis. Vous allez voir en plus les modes de transmission, c'est notamment je crois la salive, le sperme et je crois les déjections, le truc classique. Les déjections je suis pas sûr mais je crois que c'est salive et sperme, vous allez voir. Donc c'est faut quand même y aller pour que les vaches se le refilent, hein. Vraiment, hein. Bref, et donc une fois qu'ils vont faire ça, il y aura une zone de protection de 20 km, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment fermer en fait tout cet élevage à 20 km de diamètre, hein. Donc 20 km c'est énorme, hein. Quand vous êtes dans des zones agricoles, 20 km ça fait une trotte, hein. Ça ferait une sacrée trotte, hein. Et ils vont même mettre 50 km, au-delà des 20 km de périmètre, eh bien, ils vont mettre 50 km de zone de surveillance, donc ils vont surveiller tous les élevages aux alentours. Ils vont surveiller également les mouvements des bovins, hein, qui vont être interdits, l'interdiction d'épandage, donc l'épandage des terres, etc., donc étaler tout ça. Je pense que ça doit être ça, hein, l'interdiction d'épandage, c'est pour les terres, logiquement, genre pour le fumier et compagnie, hein. Parce que justement, c'est peut-être, je crois que ça doit être pour ça, c'est compris ça se transmet dans les déjections. Donc, à mon avis, ils veulent pas qu'on mette du fumier partout parce qu'en fait, tu vas le refiler en fait partout. Et les vaches qui iront en pâturage dans ces champs après derrière où il y aura eu l'épandage du fumier, t'es mort en fait, hein, t'es foutu, elles vont être contaminées. Je pense que c'est ça, hein. Renforcement du coup de la surveillance. La zone réglementée perd le statut indemne selon l'OMSA, impactant fortement les exportations bovines hors Union européenne, hein, évidemment, tandis que les autres pays tiers peuvent refuser les bovins français. Donc tu condamnes ton agriculture sur place, tu condamnes tes exportations, et tu continues d'importer de la viande de merde des autres pays, hein, par contre, hein. Dans l'Union européenne, les échanges sont limités à l'intérieur du zonage identifié. Ensuite, donc, après 14 mois sans foyer, ni vaccination, et avec surveillance clinique, virologique et sérologique, hein, donc des procédures, des surveillances, plein de trucs qui font perdre du temps. Oh là là. La zone, donc, peut retrouver un statut indemne. Donc, vous l'avez compris, la zone, si jamais il y a un foyer qui est détecté, toute cette zone des 20 km plus des 50 km, donc, soit ça fait les fameux du coup 70 km ou soit c'est 50 km parce qu'il y a les 20 compris dedans. Je sais pas comment ils mettent ça, mais il y a un plus. Donc j'aurais tendance à dire que c'est 20 km plus 50 km. Et donc ça nous donne une zone de 70 km, hein, de périmètre comme ça autour du foyer, où du coup toute cette zone-là, c'est énorme. Quand vous êtes vraiment dans la ruralité et tout, 70 km de ferme et d'élevage, ça vous en fait des bestiaux, hein. Toute cette zone-là, eh bien, en fait, elle perd le statut indemne par rapport à l'Organisation mondiale du sanitaire, de la santé agricole ou un truc comme ça. Je sais plus ce que c'est, l'OMSA, attendez. OMSA, je sais plus ce que ça veut dire, les lettres. Alors, attends, non, ça doit pas être ça. Tac, 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 tac. Merde, putain. Attends, agriculture. Je vais pas teubé quand même. L'Organisation mondiale de la santé animale, voilà, c'est ça. C'est l'Organisation mondiale de la santé animale. Donc, en fait, toute cette zone-là perd son statut indemne. Donc, ça veut dire que, quand tu regardes une carte, 70 km, comme ça, tu as une zone de 70 bornes, où ils vont te dire, bon, là, il y a des vaches malades, il y a des élevages à abattre, à surveiller, à vacciner, etc. Et seulement 14 mois après, sans aucun problème, après des procédures et des tests et de la surveillance et tout, 14 mois après, seulement, tu peux récupérer ton statut de zone indemne. Donc ça veut dire que si toi, t'es dans un champ, admettons que la zone, c'est ça. Si toi, t'es dans le champ qui est ici, hein, vraiment en périphérie de la zone, parce que ici, il y a eu un cas, et si toi, t'es tout ici, à genre 30 bornes du mec, hein, parce que si on estime que ça fait 70 km, hein, 70 km de diamètre, hein, je pense que ça doit être ça. Ça doit être un rond, hein, ils font un tracé comme ça. Et donc si toi, t'es ici à 30-35 bornes, de distance du coup du centre de la zone, ton élevage, et pourtant où tu n'as rien, il va être surveillé et potentiellement tu auras des vaches abattues. Enfin, c'est lunaire. Comment on condamne les agriculteurs? Moi, sans déconner, ce genre de truc, ça me choque, hein. Littéralement, hein. Ça me choque. C'est impressionnant. Ensuite, on a un effet donc post-vaccination.
Donc l'immunité fonctionnelle ne marche que dès 10 jours, avec une forte protection à 21 jours. Donc il faut compter presque un mois pour être tranquille. Hein. Le mouvement des animaux vaccinés sont interdits pendant 28 jours après l'injection. Donc ça veut dire que pendant un mois, tes vaches ne bougent pas. Donc si tu as très peu de pâturage, ou si tu n'as pas le droit de les sortir vraiment, ou si tu n'as pas le droit de les promener, tu dois dépenser du foin pour les nourrir. Parce que le foin, bah, ça coûte cher. Et si tu peux pas les faire pâturer comme ça dans les champs aux alentours, tu es obligé de les nourrir avec du foin. Avec du foin et compagnie, et ça c'est un bordel parce que ça coûte une blinde. Le foyer vacciné peut encore nécessiter un abattage complet. Donc c'est-à-dire que même une fois que c'est vacciné, si il décrète que, oh bah tiens, là, il y a encore un cas, on va abattre tout le monde. Ouais, mais elles ont été vaccinées. Oui, mais on va les abattre. Donc, le vaccin dépensé pour rien, sur une ou plusieurs bêtes, et en plus de ça, derrière, ils sont en liberté de t'abattre complètement ton élevage. Bref, c'est un désastre. Évidemment, ça fait bondir les agriculteurs, et c'est quelque chose que bah, on ne voit pas vraiment sur les réseaux sociaux, personne n'en parle. C'est un peu dommage parce que je suis loin d'être un expert de tout ça, et il faudrait quelqu'un vraiment qui soit assez expert dans ce domaine pour en parler. Donc, je pense que le youtubeur Trouble-Fait pourra être assez intéressant si jamais un jour il est mis comment dire, s'il a connaissance de ce dossier-là, je pense que ça peut être très intéressant qu'il en fasse une vidéo. Mais enfin bon. Ici, du coup, donc, au niveau des communiqués donc, de l'AVF, hein, donc l'Académie vétérinaire de France. Face à cette situation, les autorités ont immédiatement instauré une zone réglementée de 50 km autour du foyer initial, couvrant la Savoie, la Haute-Savoie, l'Ain et l'Isère. Cette zone englobe 2156 élevages et 225 000 animaux. Donc potentiellement, si on écoute ce qui a été dit juste avant sur ce site, eh bien, les 225 000 animaux sont en sursis, hein, littéralement. Ils sont en sursis et les 2156 élevages le sont aussi. Parce que si tu perds la majorité de ta marchandise, hein, de tes bêtes, bah t'es dans la merde. Tu fais comment pour vivre? Cela porte à 14 le nombre de foyers de la maladie dans cette zone. Donc il y a 14 foyers dans cette zone. Hein. Donc c'est vraiment une épidémie qui est en train de se propager. Mais encore une fois, une épidémie qui n'est ni dangereuse pour l'homme, ni dangereuse pour les animaux. Enfin, c'est dangereux pour les animaux, mais au niveau de la... Ah oui, d'ailleurs, attendez, on n'a pas vu la contamination. Ah si, voilà, la voie de transmission, j'avais oublié de vous montrer ça. Donc les vecteurs biologiques, les mouches, donc les tans et les stomox et tout, les moustiques et les tiques. Voilà, la transmission indirecte possible via les sécrétions ou le sperme. Donc la salive, la transpiration en gros, probablement les déjections, l'urine et du coup le sperme également. Donc vous avez uniquement ça comme voie de transmission. Hein. Donc c'est pas non plus des voies de ouf. Bon, évidemment les moustiques, c'est problématique. Les moustiques et les mouches, ils vont sur toutes les vaches et c'est un bordel pas possible. Et même les tiques. Hein, et je pense que justement le souci vient d'ici. Après pour ici les sécrétions et tout, bon, je pense que c'est assez compliqué de se les transmettre. Hein. Mais en tout cas, c'est quand même assez ouf. Et justement, ce qui est favorable, bah, évidemment, c'est dans la paille humide, dans les croûtes, dans les litières, le fumier, etc. Puisque tu as des larves, hein, des mouches et tout, qui peuvent être contaminées, des larves de moustiques, également de tiques. Et tout ça fait que tu as un espèce de champ fertile pour toute cette maladie de merde. Et les conditions favorables en élevage humide ou peu hygiénique, hein, donc évidemment dans les montagnes ici comme en Savoie et tout, bah tu es complètement dedans. Hein. Tu es à la fois dans l'humidité, à la fois, comment dire, dans un climat où tout est assez rapproché quand même, et bah, tu arrives avec une zone qui fait une taille de malade mental. Hein. 2156 élevages avec 225 000 bêtes, c'est ouf. Hein. La transmission donc s'effectue principalement par des vecteurs anthropodes et hématophages, du coup donc les insectes qui se nourrissent de sang, hein, donc les moustiques, même les mouches, certaines mouches en tout cas, les tans, etc. Plusieurs espèces de tiques aussi, des mouches domestiques non hématophages, donc même les mouches normales, tandis que la transmission directe entre animaux est peu fréquente mais possible par les sécrétions ou le sperme. Les mesures de contrôle et de prévention sont d'un intérêt majeur. Donc ici, on a des mesures de contrôle et de prévention. Écoutez bien ça. Donc ça va parler de la vaccination et du contrôle, etc. La vaccination, donc la stratégie principale, est basée sur des vaccins homologues atténués, utilisables en zone endémique ou nouvellement infectée. L'utilisation de la vaccination dans une zone indemne de DNC n'est autorisée qu'en cas de menace établie en mobilisant le stock européen. Merci l'Europe. Ouh. Le contrôle vectoriel. L'usage raisonné d'insecticides, notamment la deltamétrine, désolé du nom, avec précaution pour la faune du coup et non ciblée, donc, et les autres arthropodes, et l'environnement,
Mais l'efficacité des insecticides n'est que partielle. La gestion des gîtes larvaires des stomox est essentielle, incluant le retrait fréquent du fumier et le maintien des bâtiments du coup d'élevage propres et secs. Bon, logiquement, la plupart des agriculteurs ont quand même conscience de ce genre de choses, donc ils nettoient quand même les étables, ils nettoient quand même tout ça. Hein. Enfin, je sais pas, mais moi quand j'étais petit avec mes grands-parents, je le faisais tous les jours, quoi. Hein. Tous les jours, on sortait le fumier, on le remettait, enfin voilà. Donc logiquement, c'est censé être fait, mais bon, il y a forcément des gens qui ne le font pas, soit parce que ils n'ont pas assez de main-d'œuvre, pas assez de temps dans une journée, parce qu'ils ont des trop gros élevages ou peu importe. Et évidemment, c'est propice du coup à cette prolifération de larves et tout qui transmettent à côté la maladie et donc qui propagent en fait cette maladie de merde partout dans l'élevage, quoi. Et du coup, la biosécurité, donc l'isolement, la désinfection, la limitation des déplacements et la surveillance renforcée des élevages. Donc vous vous rendez compte que tout ça, c'est de l'argent dépensé également, c'est de la mobilisation de plein de personnes, que ce soit pour la surveillance, que ce soit donc des gens qui travaillent et tout, uniquement pour essayer de gérer un peu cette maladie-là, et qu'en plus derrière, on peut vous dire, bon, de toute façon, on va abattre tout le monde. C'est lunaire. Et à côté de ça, on importe en fait toujours de la viande des autres pays, de la viande de merde, voilà, au lieu d'aider nos agriculteurs. Donc c'est marrant parce que t'as des sous à donner à l'Ukraine et t'as pas de sous à donner aux agriculteurs quand ils ont des merdes comme ça. Les conséquences économiques peuvent être lourdes. Outre un impact sérieux sur la production laitière, les mesures sanitaires incluent l'interdiction des mouvements d'animaux vivants, de semences, d'ovules ou d'embryons pendant 30 jours minimum, ainsi que la suspension des exportations vers les autres pays tiers pour les exploitations en zone réglementée. Donc c'est-à-dire que dans 70 bornes, t'as pas le droit d'exporter ta viande. Donc en gros, tu te fermes un giga marché de fou, juste parce que tu es dans la zone, quand bien même tu n'es même pas concerné en fait par cette maladie-là. C'est impressionnant. Ici, on a un autre article intéressant. On ne souhaite à personne de vivre ça. Et oui, on va écouter ce que disent les éleveurs par rapport à cette maladie, mais c'est vraiment en train de faire bondir les éleveurs, les agriculteurs. Écoutez ça. Il faut vacciner, vacciner, vacciner et encore vacciner. C'est une maladie qui inquiète fortement les éleveurs. La dermatose nodulaire contagieuse sévit chez les bovins après que des cas ont été identifiés en Savoie. Une campagne de vaccination obligatoire a débuté le 18 juillet. Pierre Journet, éleveur de vaches allaitantes et président du groupement de défense sanitaire dans l'Ain, a fait vacciner ses 150 charolaises. C'est très inquiétant parce qu'aujourd'hui, en tant qu'éleveur, déjà... Donc on le rappelle, hein, il a fait vacciner 150 bêtes, mais les 150 bêtes peuvent être abattues quand même si elles ont été vaccinées. Si on estime qu'elles doivent être abattues, elles seront abattues. Hein. Alors même que c'est le président, vous avez vu, de l'association sanitaire du truc. Hein, donc, bon. On est toujours sur le risque d'attraper la maladie et puis d'avoir un abattage des animaux. Mais après, en tant que président du GLS, c'est encore plus stressant parce qu'aujourd'hui, il y a notre cheptel, il y a aussi le cheptel des voisins, des copains, et pour lequel moi je suis là pour essayer de mettre tout en œuvre pour protéger tous les éleveurs au maximum. Donc voilà, donc c'est un double stress permanent. Donc lui, il a la triple casquette en vrai, hein, parce qu'il a sa casquette de sa propre exploitation, la casquette du président du truc où il doit gérer, enfin, il doit limiter en fait les dégâts sur les exploitations de ses voisins, de ses copains, de ses collègues, etc. Et il doit en même temps gérer l'État derrière par rapport à la pression des organisations sanitaires au niveau de cette maladie-là dans les vaches. Donc il doit gérer tout ça, l'exploit des gens pour essayer de limiter un peu les dégâts et la pression et les directives nationales du coup qui sont faites par le gouvernement. Donc, depuis qu'on a trouvé cette maladie. Les symptômes aujourd'hui, voilà, c'est avant tout une forte fièvre. On parle de 41 degrés, de l'abattement, des pertes de production notamment. Je sais pas ce que ça fait 41 degrés sur des vaches. Je sais que tous les animaux, etc. sont assez différents. Par exemple, l'humain, 41 degrés, bon, tu peux avoir 41 degrés de fièvre, t'es en PLS, tu vas à l'hôpital. Hein. T'es en PLS, mais t'es pas mort. Les chats, en général, 41 degrés, ils cannent, hein, ils passent l'arme à gauche. Les chiens, pareil, je crois. Et les vaches, je sais pas si elles sont un peu plus résistantes ou pas. Je pense que non, du coup, parce que s'il dit que ça atteint jusqu'à 41 de fièvre, c'est qu'elles sont pas mortes, hein, puisqu'on a pu leur prendre leur température et tout. Mais c'est quand même impressionnant, ça fait quand même une sacrée fièvre et tout. En vache laitière, et surtout les nodules. Donc ce qu'on appelle les nodules, c'est des petites boules qui apparaissent sur tous les bovins, donc qui sont extérieurs mais aussi intérieurs. Donc ça veut dire que tous les organes des animaux sont touchés par cette maladie et peuvent en mourir par la suite. La protection vaccinale va commencer à partir de 10 jours après l'injection. Et la protection est complète au bout de 21 jours. Donc là, on a quand même un laps de temps de 21 jours dans lequel, malheureusement, les vaches peuvent quand même continuer à se contaminer. Continuer à se contaminer et potentiellement mourir aussi, du coup, parce que, vous avez vu, ça peut atteindre les organes internes et tout.
Maladie vectorielle parce qu'elle est transmise par des vecteurs, donc qui sont essentiellement là les mouches et les tans. Donc là en ce moment ces petites merdes parce que on est en plein été, que les vaches sont au pré et que il y a énormément de mouches, énormément de tans. Donc ça complique vraiment la tâche au niveau de la transmission de la maladie et de la gestion de la maladie, parce que si c'était juste une maladie qui se transmet de vache à vache, ce serait plus simple à gérer que via un vecteur qui peut faire plusieurs centaines de mètres, voire des kilomètres pour aller contaminer une vache dans un autre pré à côté, quoi. À peu près 350 000 bovins à vacciner, ou presque 400 000 bovins à vacciner, sur toute la zone de surveillance. Donc une zone de 70 bornes là autour de leurs élevages et tout, t'as à peu près 300 000 bovins à vacciner. Humainement, c'est impossible. C'est impossible. Qui s'étend sur une grosse moitié de la Haute-Savoie, une grosse moitié de la Savoie, une moitié de l'Ain et un morceau du nord de l'Isère. Ok, donc quand je vois ça, en fait, où tu te dis les gens, ils sont pas des milliers à travailler et tout, t'as 300 000 bovins à vacciner, je comprends un peu mieux aussi les politiques désastreuses de l'abattage derrière, où tu te dis que c'est un peu chaud quand même, hein, avec le nombre de bovins et tout, c'est quand même assez chaud. Mais c'est quand même vraiment tendu. Bref, on va passer sur une autre vidéo assez intéressante de quelqu'un d'autre ici. Si ça veut bien se mettre, s'il te plaît. Est-ce que ça va se mettre? Voilà. Ça dure 43 secondes, écoutons ça. Systématiquement abattre tout un troupeau, systématiquement, même si chaque fois, une seule de ces vaches était contaminée. Notre vie était rythmée par ça, tous les matins, tous les soirs. Et là, quand vous rentrez dans le bâtiment, que c'est tout vide, et ça fait mal au ventre, quoi. C'est une honte, répond Christian Convert, secrétaire national de la coordination rurale. Un abattage total n'apporte aucunement plus de résultats en termes d'éradication d'une maladie qu'un abattage sélectif. Ces bêtes-là, il faut aller les racheter ailleurs. Celui qui perd la totalité de son troupeau, il aura plus de rentrée d'argent au niveau suffisant pendant au moins une période de 2 à 3 ans. Et il prévient, ces abattages auront des répercussions sur toute la filière fromagère savoyarde, un danger donc pour la tome, la raclette ou encore le reblochon. Donc ouais, vous l'avez compris, il y a quand même beaucoup de gens aussi derrière qui justement essayent de débunker un peu ce truc en mode oui non, il faut abattre tous les troupeaux, parce que en fait ça a autant de résultats que de l'abattage sélectif. Une vache qui est vraiment malade et tu vois qu'elle va contaminer un peu plus d'autres vaches ou qu'elle est vraiment en PLS, tu l'abats. Mais t'as autant de résultats de faire des trucs comme ça, d'abattre chaque vache par chaque vache, que d'abattre un troupeau total. Au final, ça ne sert à rien, parce que dans le troupeau total que tu vas abattre, il y a combien de vaches qui sont saines en fait? C'est ça le problème. C'est ça le problème des abattages en groupe qui existent comme ça depuis de nombreuses années. On le voit à chaque fois, juste avant l'hiver, pour les élevages de canards dans le sud-ouest. C'est un carnage. C'est des millions de canards qui sont abattus. Alors que t'en as qu'une petite partie qui sont malades, quoi. Et juste, c'est de l'abattage préventif. Voilà, on flingue au cas où on les flingue. Mais au cas où de quoi? C'est un truc de fou. On a une autre vidéo ici, un autre post ici très intéressant. L'État français veut réduire le cheptel bovin. L'acharnement à l'abattage, malgré le désarroi des éleveurs, s'inscrit dans une planification nationale. Objectif de l'État français sur le cheptel bovin à l'horizon 2050, baisse de 25% du cheptel bovin laitier, baisse de 33% du cheptel bovin autre que laitier. La source, c'est l'écologie.gouv.fr, où ils disent « La sécurité nationale, le bas carbone, la transition écologique et solidaire vers la neutralité carbone ». Ça ne sert absolument à rien, en vrai. Ça ne sert absolument à rien. Un objectif climatique incohérent, parce qu'on le rappelle, hein, la France fait partie des pays, quand même, des pays développés, ou en tout cas très développés, qui polluent le moins, à l'échelle de plein d'autres pays. C'est ça qui est ouf. Et pourtant, on nous met dans la gueule H24. Oui, l'écologie, oui, machin, faites pipi sous la douche. Ne mettez pas le chauffage trop chaud, ne mettez pas la clim trop basse. Putain, mais on est quand même un des pays qui pollue le moins, bordel de merde. Vous avez vu plein de graphiques, plein de trucs comme ça, où on voit que la France, elle est je ne sais plus combien dans les pays qui polluent le plus, et à une quantité, mais tellement faible par rapport à d'autres pays dans le monde. Concentrez-vous sur ces autres pays-là. Mais c'est pas parce qu'en France, vous prenez votre voiture pour faire 20 bornes pour acheter du pain que vous êtes un enfoiré de pollueur. Hein. Il faut vraiment que cette idéologie et ces idées fixes que les gens vous ont foutues dans la tête disparaissent. Hein. C'est désastreux, c'est comme l'été, voilà, vous pouvez mettre des clims chez vous. Ça va pas faire de vous le pire des escrocs, c'est pas parce que vous allez allumer votre clim chez vous que ça y est, la planète va prendre 3 degrés. Hein.
Allô, hein. Il y a beaucoup plus d'autres choses où travailler sur la pollution que de faire chier les petites gens, hein, n'est-ce pas? Bref, donc moi, cet argument-là de supprimer comme ça les élevages parce que ça pollue et tout, c'est du foutage de gueule. Parce qu'à côté de ça, en important en masse des viandes moins chères, plus dégueulasses en termes de qualité, parce que les médicaments, parce que hormones, parce que plein de choses comme ça, des pesticides et tout, en apportant en masse des viandes comme ça qui viennent d'en dehors de l'Union européenne et d'Amérique du Sud et tout, mais tu pousses ces gens-là à faire de l'élevage ultra massif derrière. Donc en fait, en voulant diminuer l'agriculture française plus naturelle, plus traditionnelle, tu forces l'agriculture et l'élevage comme ça intensif de bovins, de poulets, que sais-je, de moutons et compagnie, dans d'autres pays où ils vont devoir doubler et tripler leur cadence. Donc c'est ces gens-là qui vont polluer. Donc pour diminuer la pollution en France, tu augmentes la pollution dans les autres pays. Bref, c'est totalement ridicule. Et moi, c'est un truc que j'ai jamais compris. J'ai jamais compris cet argument-là en fait. Bref. Un objectif climatique incohérent. En 2024, l'Union européenne a augmenté de 99 000 tonnes les quotas d'importation de viande bovine à droit de douane réduit en provenance du Mercosur. Voilà, qu'est-ce que je vous disais? C'est exactement ça, et je ne comprends absolument pas. Bref, c'est un truc qui me révolte pas mal. Ici, on a Chien Surpris. Alors, je connais pas du tout Chien Surpris. Apparemment, c'est, de ce que j'ai compris, un tweetos. Je crois que c'est ça. Ouais, voilà, c'est un tweetos de 40 000 abonnés. On va écouter ce qu'il a à dire justement là-dessus, sur cette question de la dermatose. Putain, c'est quoi? Nodule. Merde, j'ai oublié le nom. Dermatose nodulaire contagieuse. Voilà. Donc écoutons ce qu'a à nous dire Chien Assis. Alors voilà, bienvenue dans le dernier épisode de la grande série française. Comment flinguer un secteur entier tout en se donnant des airs de sauveur. On en est donc à massacrer des cheptels, merde je fais tout tomber, des cheptels entiers à cause de la dermatose nodulaire, une saloperie certes embêtante pour les vaches, mais absolument inoffensive pour l'homme. Je le rappelle, au cas où les cerveaux en costard derrière les ministères auraient zappé du coup ce détail, pendant que leur brainstorming sur comment ruiner encore un peu plus nos agriculteurs, pendant leur brainstorming, pardon. Et attention, on ne se contente pas d'abattre les bêtes malades. Non, on tape aussi sur celles qui n'ont même pas été dépistées par précaution. C'est ce que je vous ai dit, c'est l'abattage préventif qu'on voit énormément à chaque fois à la fin de l'automne. Du coup, quand on arrive vers Noël et tout, hein, pour le foie gras et tout. Bon, est-ce que c'est des trucs faits exprès pour augmenter le prix du foie gras et tout? Des fois, on pourrait se poser ces questions-là. Hein. C'est comme les feux qu'il y a eu, comme par hasard, sur la plupart des projets de feu, sur les zones qui ont été concernées, vous aviez des projets de panneaux, enfin de champs de panneaux photovoltaïques. Bon, c'est des questions qu'on peut se poser. C'est à prendre avec des pincettes. Hein. C'est toujours pareil. C'est la source Evian cristalline, comme j'appelle ça. Mais ça peut poser quand même des sacrées questions. Voilà. Blablabla. On tape aussi du coup sur celles qui n'ont même pas été dépistées par précaution. Traduction, on ne sait pas si elle est malade, mais on va la buter quand même, ça évite de réfléchir. Même les bêtes isolées, sans contact avec le reste du troupeau, passent à la casserole. C'est le génocide de la vache, version 2025. C'est exactement ça. Hein. C'est le génocide des élevages. Hein. Et derrière, en fait, indirectement, c'est le génocide des agriculteurs français. Eh oui, parce que tu réduis à néant des projets de ferme, des projets de vie. Des fois, tu as des agriculteurs arrivés à 50-60 balais qui ont fait ça toute leur vie, qui voient leur ferme être obligés de fermer et de cesser leur activité parce que ça devient trop compliqué, en fait. À cause de ce genre de politique où toi t'arrives, tu te dis allez cette année c'est bon, il y a eu comme ça une bonne année pour les céréales, une bonne année pour tout ça, et puis en fait t'arrives, il y a le feu, ça brûle ton champ de céréales, tu l'as dans le cul, et juste après on va abattre tes vaches parce qu'elles ont la dermatose. Et là, t'es comme un con, tu fais bah ouais, mais je fais comment là? Et puis après les assurances te disent oui mais non mais alors monsieur vous avez pas rempli cette petite case ici, vous ne faites pas partie de ces 1% de personnes concernées pour toucher cette aide-là. Oui, non, vous ne faites pas partie. Bref, et toi, t'es là, t'es comme un con, tu crèves la gueule ouverte, pendant que l'État te dit, oui, non, les agriculteurs en France, machin, gna gna gna, prenez vos CRS et vos blindés de la gendarmerie dans la gueule, fermez-la. Et voilà. Et après, tu votes RN parce que c'est a priori le seul programme qui a l'impression de te défendre et t'es traité de raciste et de facho, de nazi. Et ça, moi, je trouve ça tellement incroyable. C'est notre beau pays. Bref, ça me fait halluciner.
Donc parce que c'est et bizarrement là personne du coup ne coupera la sirène d'alarme sanitaire parce que c'est toujours le même schéma crétin du coup. À l'intérieur de nos frontières, on flingue nos éleveurs à coups de normes absurdes et à l'extérieur, c'est open bar tant que ça sert le commerce mondial. Et oui, la mondialisation, l'ouverture du commerce mondial et toutes ces conneries. Malheureusement, c'est ça, et à la fin, c'est qui trinque? Et ben, toujours les mêmes zozos, nos pauvres agriculteurs, et qui, quand ils ouvrent leur gueule, ils se font déglinguer par la gendarmerie et les flics. C'est génial. Et après, on leur dit, oui, mais on n'a pas beaucoup de sous pour vous aider. Zelensky? Ouais, bah, je te donne, vas-y, je te donne 1 milliard, là. La Palestine? Allez, je te donne 1 milliard aussi d'aide humanitaire. Et les agriculteurs, ils sont là, et ils se font arroser par les flics. Voilà, c'est génial. C'est génial. Bref, n'hésitez pas à me donner votre avis sur tout ce sujet-là. C'est une vidéo un peu plus longue, mais j'aimerais bien en produire de plus en plus des vidéos comme ça, parce que, tout simplement, je trouve que c'est des sujets très importants à traiter, et il n'y a personne qui en parle. Il n'y a personne qui en parle. Tu as quelques médias à droite à gauche, mais ils vont en parler une fois, et puis basta, ils vont jamais revenir sur le sujet, ou aller un peu plus en profondeur, c'est un peu dommage. Donc bref, j'estime avoir un petit peu fait le taf ici, avec mes maigres connaissances dans le domaine agricole, hein. J'ai beau être issu de ce monde... je suis pas non plus agriculteur, hein, j'ai pas les connaissances pour non plus. Donc j'espère ne pas avoir dit trop de conneries. Si jamais j'en ai dit, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, c'est là pour ça. Un grand merci à toutes et tous pour votre soutien ces derniers temps, vraiment c'est énorme, et grâce à ça on pourra faire des vidéos comme ça pour dénoncer au fur et à mesure tous ces trucs là, donc ça c'est vraiment génial. Merci beaucoup pour votre soutien, même si ça fait pas beaucoup de vues en fait, moi je trouve ça très très important comme sujet. Bref, merci de votre soutien, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche, à me rejoindre sur le Discord, sur les réseaux, tous les liens sont dans la description, à lâcher un j'aime, un commentaire, un partage très important pour le référencement, le petit boost, et moi je vous dis à la prochaine, c'était Django, et ciao, et bon courage à nos amis agriculteurs.